Hey! J'espère que vous allez bien ma team YouTube, moi ça va très bien et aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo histoire d'horreur. Comme d'habitude dans ce genre de vidéo, l'ambiance va être un peu plus sombre, ma voix va être un peu plus posée et apaisée puisque moi j'adore regarder ce genre de vidéo le soir avant de dormir, c'est ce qui me berce. Donc s'il y a des gens qui sont dans mon cas, je vais pas les réveiller en hurlant d'un coup comme j'ai l'habitude de le faire dans mes autres vidéos. Vous ne le savez peut-être pas mais je suis une véritable passionnée de tout ce qui concerne les crimes, les tueurs en série, les disparitions. Donc ça fait quelques mois que j'essaye de temps en temps de faire ce genre de vidéo parce que vraiment c'est celle que je préfère regarder. Et vu tous vos retours sous la vidéo la disparition la plus mystérieuse de France, que je vous mets juste ici si vous ne l'avez pas vue, je me suis dit qu'il était temps de vous raconter une nouvelle histoire. Si vous êtes une passionnée de tout ça comme moi, vous connaissez cette histoire. C'est une disparition non pas d'une personne mais de 5 personnes. C'est une énigme et sachez avant de finir la vidéo, cette affaire n'a pas été résolue. C'est le genre d'histoire qui me rend dingue, je comprends pas. Du coup je vous laisse aller chercher un snack, de quoi boire, de quoi vous hydrater et laissez le petit pouce vers le haut si ce contenu vous intéresse. Et puis let's go! Comme d'habitude, si je regarde vers le bas, c'est que je lis mes notes parce qu'il y a vraiment des éléments que je ne veux pas oublier. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la famille Soder. Soder, c'est bien, on va la dire à la française. Cette histoire, elle se déroule en 1945, à la veille de Noël, à Fayetteville. Fayetteville, c'est une ville aux États-Unis qui regroupe beaucoup d'immigrés italiens. Il y a vraiment un aspect communautaire là-bas où beaucoup d'Italiens se sont regroupés pour vivre ensemble, pour être ensemble et pouvoir compter les uns sur les autres et faire perdurer leur tradition italienne, etc. La famille Soder, c'est une famille qui est extrêmement nombreuse puisqu'elle est composée d'un couple marié, Jenny et George, qui sont les parents de 10 enfants. Il faut savoir que quand cette histoire se déroule, il manque un des enfants, sûrement que ça doit être le plus grand qui vivait de son côté. Donc le soir du drame, il y a le couple et 9 enfants. Le père George, il a une entreprise en fait à lui de camions si j'ai bien compris, et apparemment pour l'époque c'était quand même une famille qui était aisée. C'était pas non plus les plus riches mais ils n'étaient pas du tout à plaindre, ils n'étaient pas pauvres du tout, et pour l'époque ouais on peut dire que c'était une famille aisée. Vous vous doutez bien que s'ils se retrouvent à Fayetteville, c'est que eux aussi sont italiens. Il me semble que George est arrivé quand il avait 13 ans aux États-Unis, mais ils sont nés en Italie, c'est une pure famille italienne. Pour cette vidéo, j'ai décidé cette fois-ci de vous faire avant la disparition et après la disparition. Donc je vais vous donner quelques éléments qui vont commencer un petit peu à vous mettre sur la piste et vous faire comprendre ce qui va se passer. Mais quelques mois avant les disparitions, il y a un homme sans emploi qui vient chez les Soder. Il va voir George puisqu'il sait qu'il est patron de son entreprise, qu'il est assez aisé, et comme il y a encore une fois cet aspect assez communautaire, il va voir George en se disant peut-être qu'il va pouvoir me filer un job. Donc il lui demande s'il peut le faire travailler, il commence à discuter, ils font le tour de la maison, est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire ici? Et George assez honnêtement lui dit ben non, je n'ai rien à te faire faire, je n'ai pas de travail pour toi, donc je pense que le mieux c'est que tu t'en ailles et que tu cherches ailleurs parce que c'est pas moi qui vais te donner un travail. Et avant de partir, comme ils ont fait le tour de la maison, ils sont au niveau du jardin je crois, le monsieur qui est en recherche d'emploi pointe le tableau des fusibles, vous savez les tableaux électriques, il le pointe et lui dit je serais toi, je ferais attention, ça il y a moyen que ça prenne feu. George il a été super étonné, il lui a dit ben non, genre je viens de l'installer, le truc il est tout neuf, je vois pas comment tu peux dire qu'il va y avoir un problème, le truc est neuf donc bon bref. Donc ça c'était quelques mois avant les disparitions. Quelques jours avant les disparitions, il y a un autre homme qui vient chez les Soder, il frappe à la porte et il se présente, c'est un vendeur d'assurance et il essaye de convaincre George et Jenny que ça serait bien pour leur grande maison d'avoir une assurance, on sait jamais ce qui peut arriver. La famille estime que c'est pas nécessaire, ils en ont pas besoin, ils ne veulent pas payer pour l'assurance que l'homme leur propose, et là le vendeur le prend extrêmement mal, limite à leur hurler dessus, et là ça devient intéressant, il dit à George franchement tu devrais avoir honte de parler de politique comme ça, tu devrais avoir honte de parler de Mussolini, tu devrais avoir honte de te révolter contre notre gouvernement italien, un jour tu le payeras cher, ta maison prendra feu et ça va détruire tes enfants. En fait pourquoi le vendeur dit ça? Parce que George, donc qui est italien, le clame haut et fort dans sa ville, il est contre le gouvernement italien de l'époque, donc à l'époque c'était dirigé par Mussolini, et pour le reste des Italiens qui étaient à Fayetteville, c'était très malvenu, George n'avait pas à critiquer le gouvernement comme ça, et du coup dans la ville tout le monde connaissait les opinions politiques de George, de la famille Soder, et c'est ce qui a fait que même s'ils appartenaient quand même à cette communauté italienne, ils étaient vachement mis à l'écart, c'est limite si ils faisaient pas partie des leurs quoi. Le 24 décembre 1945, donc la veille de Noël, la famille Soder fête le réveillon, donc comme je vous l'ai dit, il y a le couple et 9 enfants qui partagent un repas ensemble, ils font des jeux de société et les enfants sont autorisés pour cette nuit-là à traîner un petit peu plus tard dans la nuit. Vers minuit et demi, Jenny, donc qui est la mère des enfants, entend bizarrement le téléphone sonner. Donc elle se lève pour aller répondre, en allant répondre au téléphone, elle se rend compte que les rideaux sont grands ouverts, que les lumières sont toujours allumées, et à l'époque chaque enfant avait un petit peu des responsabilités, des tâches ménagères ou pas à faire dans la maison. Là c'était aux enfants ce soir-là de fermer tout en fait dans la maison, et ils ne l'ont
pas fait apparemment. Elle se dit bon bah ils ont pas fait ce qu'on leur a dit de faire, c'est bizarre mais bon pas grave, je vais répondre au téléphone d'abord. Quand elle répond au bout du fil, il y a une femme qui lui demande à parler à une certaine personne et c'est un nom que Jenny n'a pas retenu, mais en tout cas sur le coup elle savait qu'elle connaissait pas cette personne, donc elle lui dit je suis désolée madame, je pense que vous vous trompez de numéro. N'oublions pas que c'était le réveillon de Noël, donc il y en a qui faisaient la fête et surtout elle entendait au bout du fil que derrière la femme il y avait, vous savez, comme des bruits d'assiettes, des bruits de verre, comme s'il y avait un repas ou une fête. Donc là elle lui dit non, vous avez dû faire une erreur de numéro et la femme se met à rigoler et Jenny le dira plus tard, c'était un rire vraiment étrange, limite sadique, et elle raccroche. Après cet appel, Jenny retourne se coucher. Faut savoir qu'elle a un sommeil qui est très léger. Je pense que toutes les mamans en fait dorment toujours avec un œil ouvert, un œil fermé. Donc elle somnole un peu, elle essaye de se rendormir et là elle entend un énorme bruit sur le toit. Elle dit que c'est comme un objet qui est tombé et qui ensuite a roulé et puis silence. Donc elle essaye de se rendormir et vers 1h du matin, elle commence à sentir de la fumée. Il y a tout simplement leur maison qui est en train de prendre feu. Et leur maison, il faut savoir qu'elle est... les fondations en fait sont en bois. Donc vous vous doutez bien que si l'incendie n'est pas maîtrisé dès le début, ça va être une catastrophe. Le feu commence dans le bureau de George, le père, là où il y a tous les câbles électriques, les téléphones, etc. C'était sur 2 étages, donc eux ils étaient en bas avec 4 de leurs enfants. Donc le couple et les 4 enfants du bas ont pu sortir immédiatement. Une fois dehors, bah, ils se sont rendus compte que les 5 enfants qui étaient à l'étage ne sortent pas. Donc là, panique à bord, ils se mettent à hurler de toute leur force pour essayer de réveiller les 5 enfants qui sont à l'étage, ils jettent des cailloux dans les vitres, enfin vraiment, ils font leur maximum pour qu'ils se réveillent et qu'ils sortent de là avant que ce soit trop tard. Malheureusement, malgré la fumée, malgré la chaleur, malgré les cris de la famille, il n'y a aucun signe de vie à l'étage. George, le père, il court directement chercher son échelle dans son espèce d'établi et il se dit avec l'échelle, je vais essayer de grimper aux fenêtres et de les faire sortir par là. Malheureusement, quand il arrive à l'endroit où d'habitude l'échelle est entreposée, il ne trouve rien. L'échelle s'est volatilisée. Par rapport à cette échelle, j'ai fait des recherches forcément pour pouvoir vous donner tous les points de cette histoire et il y a 2 versions qui existent, donc je ne sais pas quelle est la vérité absolue. Il y a une version qui dit que cette échelle elle a été retrouvée bien plus tard dans un fossé, ce qui voudrait dire que quelqu'un a délibérément jeté l'échelle pour que la famille ne la trouve pas, et il y a une version qui dit que cette échelle n'a tout simplement jamais été retrouvée. La maison est toujours en train de prendre feu, la famille continue à hurler pendant que George se rend compte qu'il n'y a plus d'échelle, donc il se dit je vais prendre mes camions, je vais prendre un camion, le garer vraiment au bord de la maison pour monter dessus et vraiment essayer d'accéder aux fenêtres. Il monte dans son camion, il met la clé, il essaye de démarrer et le moteur ne démarre pas. Il se dit mais c'est pas possible là, franchement c'est limite fait exprès, qu'est-ce qui se passe en fait? Comme je vous l'ai dit, il a une entreprise de camions, il prend un deuxième camion, pareil, il met la clé, il essaye de démarrer et rebelote, le camion ne démarre pas. Je précise que ces 2 véhicules fonctionnaient très bien la veille du drame. Est-ce que les camions ont été trafiqués? Je pense que oui, ça c'est que mon avis personnel. Je sais pas si à l'époque ils pouvaient faire des expertises pour voir si oui ou non quelqu'un avait touché au camion, mais 2 voitures qui démarrent pas quand on en a le plus besoin, j'ai un peu l'impression que ouais, quelqu'un a été traficoté, tout ça. Comme c'est dans les années 40, il n'y a pas de téléphone portable, le téléphone, les câbles, etc. je vous rappelle, tout a explosé. L'une des filles des soudeurs se dit qu'elle va aller chercher les voisins. Après ils étaient quand même assez reculés en fait par rapport à la ville, qu'elle a dû faire un sacré chemin en courant, évidemment elle a couru de toutes ses forces pour alerter les voisins et demander à ce qu'on passe un coup de fil pour eux. Les voisins tout de suite prennent le téléphone, essayent d'appeler les pompiers, 1 fois, 2 fois, 3 fois, personne ne décroche au bout du fil. Après que plusieurs voisins voilà, aient été alertés et se soient regroupés, il y en a enfin un qui a réussi à voir les pompiers et là se passe un truc que je trouve assez aberrant, puisque quand les pompiers répondent, ils disent ben on comprend mais là le chef des pompiers n'est pas là et il y a que lui qui est autorisé à conduire le camion, donc malheureusement vous allez juste devoir attendre. Moi je me dis encore une fois qu'il faut se souvenir de la date, c'est le 24, apparemment ils étaient en train de faire un grand repas etc, bah ils ont le droit hein, c'est pas parce que c'est des pompiers qui doivent attendre comme ça qu'il se passe une catastrophe et ne pas fêter le réveillon de Noël, mais du coup je pense qu'ils étaient un peu dans leur euphorie de Noël, peut-être qu'ils ont bu, je ne sais pas où était le chef des pompiers, en tout cas ils sont arrivés à 8h du matin le 25. Je vous rappelle que l'incendie s'est quand même déclaré à 1h du matin. Il leur a fallu 7 heures pour arriver, en sachant que la caserne était vraiment à quelques kilomètres de la maison et que en voiture, en camion, en 5 minutes, le trajet est fait. Comme je vous l'ai dit, la maison était en bois, donc en 45 minutes, il ne restait plus rien. La famille a dû regarder ce spectacle affreux et juste attendre, et en 45 minutes, vraiment, la maison s'est effondrée, tout a brûlé et il reste vraiment plus que des ruines. Le matin, la police commence à faire des petites recherches. C'est Noël, donc j'ai l'impression que c'était un petit peu nonchalant, ils avaient envie de retourner en famille sûrement. En tout cas les premières constatations c'est qu'il ne reste vraiment plus rien.
aucun corps, aucun reste, donc les 5 enfants ont dû périr dans l'incendie malheureusement. La conclusion des enquêteurs, c'est qu'il y a eu un problème électrique. Je vous rappelle qu'une demi-heure avant, le téléphone fonctionnait. Jenny se rappelle avoir allumé la lumière pendant que l'incendie avait lieu, hein. Vous savez, elle a allumé la lumière pour pouvoir prévenir ses enfants et partir. S'il y a un problème électrique, la lumière n'est pas censée s'allumer. Et surtout, toutes les décorations de Noël, les éclairages, les guirlandes de Noël étaient allumées pendant l'incendie. Ce qui veut dire que l'électricité fonctionnait, donc je vois pas comment ça peut venir de là en fait. Après l'incendie, les parents ils veulent vraiment pas lâcher l'affaire et au vu de l'implication des policiers sur cette affaire, ils se disent que eux vont engager leur propre expert. Donc ce détective expert leur confirme bien qu'il est complètement scientifiquement impossible qu'en 45 minutes 5 corps disparaissent et qu'il ne reste rien. Normalement il faut beaucoup plus de temps, minimum 3 heures à très haute température pour faire disparaître un corps humain et des ossements. Donc logiquement soit la maison a brûlé beaucoup plus longtemps, or ce n'est pas le cas, il restait plus rien en 45 minutes, soit les 5 enfants n'étaient pas dans leur chambre au moment de l'incendie. En faisant son enquête, en essayant de recueillir des témoignages, etc., le détective commence à entendre parler d'une certaine rumeur où apparemment les policiers auraient trouvé un organe humain et quelques ossements et que, alors je comprends pas du tout ce truc, mais que du coup le policier aurait mis ça dans une boîte et aurait caché tout ça dans les décombres de la maison. What the fuck? On sait comment les rumeurs courent dans les villages, dans les villes, etc., mais là je vous avoue que j'ai pas trop compris. Le détective en parle au policier concerné et le policier lui dit oui c'est vrai, en fait j'ai trouvé un truc, je l'ai mis dans une boîte et je l'ai remis dans la maison. Il a pas trop expliqué pourquoi il a fait ça, est-ce qu'il avait la flemme et qu'il voulait rentrer chez lui? Je veux vraiment pas le juger, mais je comprends juste pas, je comprends pas en fait. Donc il retrouve cette boîte, il faut analyser le contenu et donc c'est pas du tout un organe humain qu'on retrouve dans la boîte, on retrouve, alors selon les versions encore une fois ça change, apparemment ça serait un foie ou un cœur de bœuf ou de chevreuil, en tout cas c'est l'organe d'un animal qui n'a pas du tout été touché par le feu, par les flammes, rien à voir. Donc où est-ce que le policier a trouvé ça? Pourquoi il l'a mis dans une boîte et pourquoi il l'a remis dans les décombres de la maison? Franchement c'est... si vous avez vos théories je suis preneuse parce que je comprends pas. Est-ce qu'il a voulu semer de faux indices? Le père George au bout d'un moment il se dit bon je pense que vraiment avec ces policiers ça va pas le faire, je vais contacter moi-même le FBI et il leur écrit des lettres auxquelles le FBI répond et dit effectivement cette histoire elle est super intéressante, c'est vraiment étrange, nous on aimerait vraiment mettre nos enquêteurs sur le coup mais on peut pas le faire comme ça, il faut que ce soit la police qui est chargée de l'affaire qui nous demande explicitement et officiellement de l'aide pour qu'on puisse se mettre à faire des recherches aussi. Et là étrangement la police de Fayetteville refuse cette proposition et dit non, on n'a pas besoin du FBI, on est très bien comme on fait très bien le taf, donc pourquoi vous avez été chercher le FBI? En tout cas, nous, on n'en veut pas ici. Après ça, la famille est juste dégoûtée, on va se débrouiller tout seul, on va vraiment faire parler de cette histoire au maximum, il faut que plein de gens soient au courant, plus il y aura de gens au courant, plus on aura la chance d'avoir des témoignages. À force d'en parler autour d'eux, ils recueillent le témoignage d'une femme qui dit que ce soir-là, non loin de la maison, elle a vu passer une voiture à toute allure et dans cette voiture, apparemment, il y avait des enfants. C'est un témoignage qui est intéressant mais qui malheureusement n'est pas suffisant. On sait pas quel type de voiture c'est, on sait pas combien il y avait d'enfants dedans. Apparemment à Fayetteville il y a un conseil au bout d'un moment, alors ça c'est pareil, j'ai pas vraiment compris à quelle heure on fait un conseil pour ce genre de décision mais bref, il y a un conseil qui se tient où c'est un petit peu les Italiens de Fayetteville qui vont décider si oui ou non faudrait une enquête plus poussée à propos de ce drame. Et vous vous doutez, vu les opinions politiques de la famille, ils sont contre Mussolini je vous rappelle, que ces personnes ont apparemment voté contre le fait qu'il y ait une enquête plus poussée. Je trouve ça très méchant, je trouve ça très vieux jeu, ça me sidère que pour des opinions politiques on peut dire bah non, on recherche pas ces 5 enfants, on veut pas savoir s'ils sont vraiment morts ou s'il s'est passé autre chose, mais c'est les mentalités de l'époque. Encore une fois, George et Jenny se disent c'est pas grave, on va se débrouiller tout seul, et là ils installent un énorme panneau, vous savez comme les grands panneaux publicitaires, avec un texte expliquant tout ce qui s'est passé ce soir-là, les 5 photos des enfants et aussi une récompense pour celui qui leur apportera le moindre indice. Au départ c'était 5000 $, puis c'est passé à 10 000 $, et il faut savoir qu'à l'époque 10 000 $, c'est, enfin toujours maintenant en fait, c'est énorme, et à l'époque ça avait encore plus de valeur, c'était vraiment une grande récompense. Et donc là ils recueillent un petit peu plus de témoignages, et il y a la gérante d'une hôtel qui va les voir pour leur dire que cette nuit-là, elle a vu débarquer des personnes italiennes avec 5 enfants, qu'elle a essayé gentiment de faire la commerçante, puis surtout c'était la veille de Noël et tout, elle a essayé de parler aux enfants, et là tout de suite les personnes, les adultes, donc il y avait des hommes et des femmes je crois, se sont directement fermés, ils ont eu le
visage très froid, ils l'ont regardé méchamment et ils ont parlé en italien aux enfants et du coup les enfants n'ont pas répondu à la dame. Le lendemain, ils sont tous partis en trombe, donc la femme ne sait pas vraiment qui ils sont. 5 enfants, cette nuit-là, non loin de là, qui parlent italien, il y a beaucoup de connexions quand même et on peut de plus en plus se dire que les enfants n'étaient pas dans la maison au moment de l'incendie. Malheureusement, les années passent et on n'en sait toujours pas plus sur cette histoire. En 68, la famille Soder reçoit une lettre, il n'y a rien dans l'enveloppe à part une photo. Et Jenny, quand elle voit la photo, elle reconnaît en 2 secondes et demie son fils, Louis Soder. Elle dit c'est Louis, j'en suis sûre, je le reconnais. Et elle dit c'est ses yeux, c'est son regard, je suis sûre que c'est lui. Et en retournant la photo, ils se rendent compte que derrière il y a une inscription qui dit Louis Soder, j'aime frère Frankie, petit garçon, A 901 32 ou 35. Si quelqu'un s'ennuie pendant ce confinement et est fan de formules mystérieuses, etc., peut-être qu'il peut s'amuser à essayer de décoder ce message, mais à l'heure actuelle, je ne le comprends toujours pas et ça fait des années que je connais cette histoire. En tout cas, à eux, ça leur dit rien. Le seul indice qu'on a grâce à cet envoi, c'est juste le cachet de la poste sur l'enveloppe. Il n'y a pas d'adresse, mais on sait que ça a été envoyé du Kentucky. À partir de là, la famille décide d'engager un nouveau détective. Elle lui dit voilà, on a reçu ça du Kentucky, est-ce que peut-être vous pouvez essayer d'aller là-bas et de mener votre enquête. Le détective accepte l'affaire, leur dit ok, je vais aller là-bas, il va au Kentucky et à partir de là, plus personne n'a jamais de nouvelles de ce détective. Il ne reviendra jamais à Fayetteville et on n'en entendra plus jamais parler. Est-ce qu'il est remonté jusqu'à eux et que les personnes coupables de cet enlèvement, parce que ça serait peut-être un enlèvement d'enfants, l'ont éliminé ou l'ont fait taire avec une somme d'argent, je ne sais pas, mais c'est quand même très étrange. On n'a pas plus d'indices sur cette affaire. George il meurt en 1969 et Jenny elle meurt 20 ans plus tard en 1989 et malheureusement ils seront morts en ne sachant pas ce qui est arrivé à leurs 5 enfants. Il y a 3 théories possibles, je vais vous les dire, elles sont assez courtes, ça sera aussi à vous de me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire. La première théorie qui est la plus probable, c'est qu'ils ont été kidnappés par la mafia sicilienne à l'époque pour un peu faire payer les avis politiques de la famille. Plus tard, Jenny dira qu'elle a retrouvé une espèce de trucs en plastique vert près de la maison, près des décombres, et elle se dit que peut-être ce qu'elle a entendu sur le toit c'était une grenade, c'est pour ça qu'elle aurait entendu tomber un truc, rouler, puis le silence. Est-ce que le coup de téléphone juste avant c'était pas pour que Jenny soit occupée à faire autre chose au téléphone et que du coup elle prête pas vraiment attention à ce qui se passe à l'étal? Il y avait peut-être des gens qui étaient déjà en train de kidnapper les enfants. Est-ce que les personnes qui sont allées voir George les mois d'avant étaient pas là pour faire du repérage par rapport à la maison, par rapport à la famille? C'est une possibilité. La deuxième théorie c'est que c'est un coup monté par le village. En fait c'est un peu pareil que la première théorie, mais c'est juste que là ça serait pas la mafia mais les villageois eux-mêmes qui auraient voulu faire payer un petit peu à George ses opinions politiques. Et en plus comme c'était une belle famille, qu'ils avaient une belle maison et que c'était une famille aisée, la jalousie des fois ça fait faire des choses assez ignobles et ça expliquerait pourquoi quand ils ont fait un conseil pour savoir si l'enquête devait être plus poussée, ils ont tous voté non. Et la dernière théorie c'est que les 5 enfants ont tout simplement péri dans l'incendie, qu'ils sont vraiment morts. En vrai c'est possible mais je comprends pas comment en 45 minutes 5 corps peuvent complètement disparaître, et encore une fois scientifiquement c'est très compliqué de faire disparaître 5 corps comme ça par le feu en 45 minutes seulement, donc je sais pas si cette théorie est vraiment vérifiable. C'était en 1945, c'était il y a très longtemps et je sais pas si un jour on aura le fin mot de cette histoire, je pense pas qu'on aura de conclusion. Si les 5 enfants ont été enlevés, c'est horrible parce qu'ils ont été séparés de leur famille. Si c'est un kidnapping, je me demande quelle vie ils ont eu après ça en fait, mais en même temps je me dis que leurs kidnappeurs étaient forcément plus âgés, ça devait être des adultes, et au bout d'un moment en faisant leur vie, ils sont forcément morts en fait ces personnes là, et les enfants eux étaient toujours vivants. Pourquoi même des années plus tard ils ont pas contacté le reste de leur famille, même si leurs propres parents étaient morts, pourquoi ils ont pas contacté leurs autres frères et sœurs? C'est hyper étrange, c'est hyper mystérieux, franchement c'est une énigme, je ne comprends pas ces 5 disparitions, et comme je vous l'ai dit au début c'est vraiment le genre d'histoire que j'adore mais qui me rend folle, et là je vais en rêver toute la nuit, et après avoir fait le montage de cette vidéo je vais en rêver aussi. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que cette histoire vous a intrigué ou interpellé et que vous vous poserez des questions face à ce mystère. Si vous avez des théories ou que vous voulez réagir au contenu de la vidéo, surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous le dis à chaque fois mais comme d'habitude moi je les lis tous. Je trouve que les commentaires sous ce genre de vidéo c'est aussi intéressant que les histoires qu'on raconte dans ce genre de vidéo en fait. N'oubliez pas d'exploser le compteur des likes, c'est vraiment mon indicatif sur ce genre de vidéo qui me fait me dire ok je devrais continuer à faire des histoires d'horreur, de crimes, de disparition. En tout cas moi j'ai adoré travailler sur cette vidéo donc j'espère vraiment que vous avez apprécié la regarder. Sur ce moi je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la prochaine et surtout prenez soin de vous. Ciao.